Vous êtes toujours sur ABS le 91.9. Désormais, c'est fin de séance. L'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Le thème d'aujourd'hui, l'évolution des comédies françaises. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Fouillis, fouillis, fouillis. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah ben ça alors. Regardez sous le lit. C'est là. Elle est là. Eh bien, c'était donc un extrait de La Folie des Grandeurs. Je pense que tout le monde l'a reconnu, avec le grand Yves Montand et le non moins grand, pas par la taille mais par le talent évidemment, Louis de Funès. Vous l'aviez reconnu, Myriam et Christian? Oui. Pas du tout. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va bien ce dimanche matin? Bonjour, oui, très bien. Oui, super. Alors donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution des comédies françaises. Les comédies françaises, c'est un genre immémorial dans le cinéma en général. Alors, la France aime ses comédies. On le voit avec la sortie, donc là, cette semaine, de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, donc la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et on reparlerons donc après la pause avec Myriam, qui s'est sacrifiée pour l'émission et qui allait le voir. Oups. Et donc on en reparlera, voilà, on en reparlera après la pause, donc à la demi, après notre superbe pause musicale, et nous parlerons aussi évidemment des sorties, des avant-premières sur Strasbourg. Mais pour commencer, nous allons parler de l'évolution de sa fameuse comédie française. Donc la France aime ses comédies, les Français aiment leurs comédies. En témoignent ces dernières années les box-office tout à fait hallucinants de films comme Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en 2008, qui a fait exactement 20 479 826 entrées. Ça c'est précis. Hein. Voilà. Et alors bien avant 66, La Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès, qu'on vient d'entendre avec Yves Montand dans cet extrait, avait déjà fait 17 227 987 entrées, donc en 66. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le premier, du même Philippe de Chauvron, on avait fait 12 millions de personnes à l'avoir vu quand même. Donc ça c'était en 2012, 12, voilà, je sais plus. 2014. Voilà. On va vérifier. Tes assistants sont sur le coup. Voilà, superbe. D'ailleurs, ils sont toujours très bons. D'ailleurs, il y a désormais une suite donc qui est sortie cette semaine, d'où le thème de l'émission, dont la projection des entrées. Donc il y a déjà quelqu'un qui a fait une projection pour voir combien d'entrées seront faites à la fin de cette semaine, est déjà estimée à 1 700 000 entrées. Mais avant ces gros succès, il y a eu d'autres gros succès, je le disais, comme La Grande Vadrouille, et puis comme Trois hommes et un couffin ou Dîner de con, et d'autres plus modestes, comme la série de films de Clapiche, mais qui a quand même bien marché, donc L'Auberge espagnole et tout ça. La trilogie, qui joue dans un autre registre de comédie, plus généralement dans la tendresse que les gros succès susnommés, qui sont souvent plus dans le gros burlesque. Chacun ses avantages et les goûts dans notre pays. Ce savoir-faire français est reconnu tant sur le plan commercial et artistique. Voilà, donc j'en parlais, entre Clapiche et, on va dire, Philippe de Chauvron, Édouard Moline-Marot, etc. Et d'ailleurs, nos amis américains, ne s'y trompent pas, car ils font des remakes. Voilà, ils ne peuvent pas les voir directement, ils sont obligés de faire des remakes. Ouais. Donc j'en profite pour vous inviter sur notre chaîne YouTube Fin de séance pour voir et plutôt écouter le podcast de l'émission sur les remakes. Donc c'est la 6e ou la 7e émission, afin d'en savoir plus sur les remakes. La comédie française, d'où vient-elle? D'où vient ce savoir-faire? D'où vient cet engouement? Alors on pourrait remonter très loin, évidemment, à la farce médiévale, qui a été d'ailleurs un peu reprise par Les Visiteurs, avec Clavier et Jean Reno, ou évidemment notre ami Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Mais ici, à Fin de séance, nous parlons de cinéma. Dans ce domaine, un des premiers films des Frères Lumière, L'Arroseur arrosé, dont on va parler Christian dans une autre émission, était déjà du burlesque, était déjà une comédie. Ensuite,
dès les années 1900, il y a eu Max Linder, qui a fait rire tous les chanceux qui ont vu ce grand écran. Puis il y a eu pêle-mêle des artistes tels que Fernandel, De Funès, Pierre Richard, Les Inconnus, Le Splendide, la série de La Vérité si je mens, ou même, et pour moi surtout, Bertrand Blier avec Calmos, Buffet froid et d'autres. La comédie française est passée donc de ça. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp ou je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? L'attaque? Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme! Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord? Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. C'est Edmé. Elle s'appelle Edmé. Edmé. Bon, ça évidemment c'était Hibernatus, donc on est passé de ce style qui était encore assez conventionnel, assez dans une certaine norme, avec du comique, de gestuel et de bruit, comme vous l'avez entendu, puisque vous n'avez pas les gestuels, mais ceux qui ont vu Hibernatus s'en souviennent, et puis Louis de Funès, c'était assez caractéristique. On s'en souvient un peu quand même. Voilà, on se souvient un peu. Donc, avec les films que j'ai cités plus tôt. Et puis, après mai 68, il y a eu la comédie plus provoque, telle les valseuses, ou Tenue soirée en 86. Encore dans un autre genre, le Père Noël est une ordure. Et on a été encore plus loin dans le social, même si ça a toujours été en France. Et on a eu droit aussi à des petites piques cyniques qui ressemblaient souvent à cela. Alors écoute. Bonne, un peu moins bonne que la dernière fois, mais bonne quand même. C'est bon ou c'est pas bon? Une seule chose m'inquiète encore un peu, c'est que un grand nombre de téléspectateurs ont téléphoné. Ils sont mécontents? Très. Si je peux me permettre de vous donner un conseil pour la prochaine émission, rajeunissez vos collaborateurs. Mais qui vous autorise à me donner des conseils? Je suis le directeur de la chaîne. Pour combien de temps? Si ça se trouve, dans un mois, vous serez, je sais pas, moi, à la SNCF ou au ministère du Temps Libre. Vous savez, mon petit gars, faut pas vous courir, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais le comique, hein. Alors, ce genre de réflexion, pas chez moi. Les Rois du Gag, avec Michel Serrault, qui sermonne le directeur de la chaîne. Et là, on se dit, c'était à la fois actuel et visionnaire, puisque de nos jours, on parle souvent dans les médias des collusions entre politiques, capitaines d'industrie, qui changent de poste, qui deviennent ministres. Et ben là, Michel Serrault, il a tout dit en 30 secondes. Donc, on est passé à un côté plus acide, une société plus désenchantée, qui après mai 68 commence à voir les retombées des cendres de ces idéaux qui finalement n'ont peut-être pas trouvé totalement écho dans toute la société française. Il y avait Buffet froid que j'avais cité avant, ça donnait plusieurs films comme ça. On arrive enfin aux années 90 avec des films comme Les Visiteurs. Donc là, on revient à quelque chose d'un peu moins social, même si ça reste en trame. C'est un peu le retour du comique à la Funès, un peu. Voilà, tout à fait. Christian Clavier était parfois un petit peu adoubé comme héritier de Louis de Funès. On en pense qu'on veut. Mais en tout cas, oui, il y avait un peu de ça. On revient à quelque chose de plus conventionnel. Mais il y a quand même des comédies acides qui continuent en même temps. Donc un monde vaste que nous devons donc préciser aujourd'hui en se posant une question. Les comédies françaises sont-elles si différentes de celles de nos aïeux? Et pour parler de nos aïeux, nous avons donc Christian qui va nous parler d'un réalisateur un petit peu oublié. Là, j'ai parlé des grands succès. Méconnu. Alors, il a fait des succès, mais on les a un peu oubliés. Là, j'ai parlé de tous les succès dont tout le monde se souvient à peu près. Alors, qui est-il? Où va-t-il? Que fait-il? Qu'a-t-il fait? Ce fameux réalisateur. Mon cher Jo, je vais vous parler d'un réalisateur, donc, je te disais méconnu, qui s'appelle Max Pécasse. Myriam, est-ce que tu connais Max Pécasse? Je ne crois pas. Eh ben, écoutez, alors, messieurs, dames, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Déjà, Max Pécasse est mort. Oh non! Si. En même temps, il est mort depuis 2003, donc on s'en fout. Et je pense que 98% de la population s'en fiche. Mais moi, je vais tenter de le réhabiliter. Je vais tenter de réhabiliter la mémoire de Maxou. Je pense qu'il n'y a que moi qui l'appelle Maxou, mais passons. Alors, qui est-il, Max Pécasse? Max Pécasse est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français qui est né le 25 avril 1925 à Lyon et donc mort le 10 février 2003 à Paris.
Ma chère Myriam, ça te passionne, je le sens. Il devient régisseur de théâtre avant de faire ses premiers pas au cinéma comme assistant réalisateur. Admirateur d'Hitchcock, il entame sa carrière de réalisateur avec des films policiers à petit budget, souvent teintés de sensualité. Je vais vous citer Le Cercle Vicieux et De quoi tu te mêles, Daniela. Donc vous allez voir, c'est une poésie les titres de Max Pécasse. Mais dès 1963, Max Pécasse devient indépendant et fonde sa propre société de production, les films du Griffon. Et il écrit la plupart des scénarios. Après 1968, il se spécialise dans le film érotique soft. Soft. Ouais, comme par exemple, je suis une nymphomane et je suis frigide. Pourquoi ? Par exemple. Oui. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais alors c'est soft, par contre le titre est totalement explicite. Mais c'est pour ça. Bon, ensuite, on va se rapprocher de notre sujet quand même. Oui, merci. Il s'oriente enfin vers des comédies qui connaissent un grand succès, parce que Max Pécasse, on ne le connaît plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait de grands succès. Il faisait 1 million des fois d'entrées par film. Ce qui est pas mal, parce qu'on a parlé de 12 millions, mais moi j'ai parlé du top du top. Alors mêlant érotisme plus ou moins graveleux et vaudeville approximatif, quand même. Elles sont souvent considérées comme des nanars, et même comme des navets pour certains. C'est même pas drôle. Voilà. Alors, de cette troisième période de Max Pécasse, il a ses comédiens favoris. Je pense que tout le monde se souvient d'Olivia Dutronc, de Sylvain Chamarande et de Daniel Derval et Michel Vacoré. Ce sont quand même de grands noms du cinéma, tu vois. Non, mais il a aussi fait tourner Xavier Deluc, Tiki Olgado, Caroline Tresca. Je sais pas si tout le monde se souvient de Caroline Tresca. Absolument pas. C'est une animatrice de France 3, très jolie. Et Victoria April. Ouh. Bon, il a quand même fait un succès, son plus grand succès, qui s'appelle On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est ça, avec quand même Jean Lefebvre, Bernadette Lafont et Georges Belair. Georges Belair, Joao. Qui a joué dans un James Bond. Tout à fait. Alors, dans Moonraker. Merci. Voilà. Il joue un des ingénieurs du méchant Drax à la fin du film. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est devenu une valeur sûre du box-office. Et Max Pécasse connaît un sérieux échec après, en essayant de renouer avec le genre policier avec un film qui s'appelle Brigade des Mœurs. Alors figurez-vous que les 2 derniers volets de sa trilogie tropézienne ne lui permettent pas de retrouver son public et sa maison de production fait faillite. Mais quoi ? J'entends des auditeurs qui me demandent ce qu'est la trilogie tropézienne. Qu'est-ce que la trilogie tropézienne ? Mais oui, un culte. Cette trilogie, c'est son Seigneur des Anneaux, c'est son Star Wars. 4, 5, 6 bien sûr, pas les autres. Alors on a le droit à trois chefs-d'œuvre, Les Branchés à Saint-Tropez de 83, 2 Enfoirés à Saint-Tropez de 86 et On se calme et on boit frais à Saint-Tropez de 87. Le meilleur titre du film français de tous les temps. C'est une trilogie, mais qui n'a pas de rapport en fait, les uns par rapport aux autres. Parce que, alors, Les Branchés à Saint-Tropez, vous allez voir, le pitch est désopilant et d'une pauvreté inégalée. 2 jeunes couples d'amis partent en vacances à Saint-Tropez. Sur la route, ils ont la chance de tomber sur un ancien campin qui leur propose la villa de son père à Saint-Tropez. Le film se poursuit ensuite jusqu'à l'arrivée du propriétaire de la villa. Celui s'avère être un faux monnayeur recherché par la police, accompagné de 2 acolytes farfelus, dont Tiki Olgado. Une course-poursuite s'engage alors entre nos escrocs et les forces de l'ordre. Tout un programme, acteur indigent, mise en scène absente, voilà. Il faut savoir que Max Pécasse, c'est lui qui écrivait tous ses scénarios, donc il était aussi bon réalisateur que scénariste. Ensuite, nous avons Les 2 Enfoirés à Saint-Tropez. Le film débute par la sortie de prison de Paul, condamné à 4 mois de prison à la place de son ami Julius. Afin de changer les idées de Paul, Julius décide de l'emmener à Saint-Tropez. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Ils ne s'en veulent pas, ils restent amis évidemment. L'autre fait de la tôle à la place de son ami, mais tout va bien. Les 2 jeunes hommes empruntent, entre guillemets, au passage une voiture et foncent sur le trajet à la connaissance d'une charmante autostoppeuse, Evelyne, dont Julius ne tarde pas à tomber amoureux. Pour Paul, l'amour ressurgit sous la forme de son ancienne compagne Milka. Alors Milka, tout comme un programme, tout à fait. Elle doit être bonne comme du chocolat. Au bras d'un... C'est un prénom, c'est tout. C'est alors qu'on propose à Paul et Julius de subtiliser 2 statuettes précolombiennes appartenant à un marchand d'art qui s'avère être un escroc. Donc vous avez suspense, aventure, érotisme, enfin vous voyez, c'est voilà. Mais le larcin ne se déroulera pas forcément comme prévu pour nos 2 compères. Et on se calme, et on boit faire à Saint-Tropez. Une jeune étudiante qui avait annoncé à ses parents qu'elle partait en Bretagne pour réviser, en fait, décide de laisser de côté la préparation de ses examens et part en vacances. Mais où ça ? À Saint-Tropez. Parti rejoindre son petit ami, pas vraiment fidèle, parce que c'est plus marrant évidemment. Elle croisera son papa au bras de sa secrétaire. C'est surtout très français. Sa mère arrive à Saint-Tropez, la jeune étudiante et ses amis feront le possible pour réconcilier ses parents. Voilà. Bon, Max Pécasse lui-même a avoué qu'il aurait pu se passer de les tourner, ces films.
Ah oui? Bah oui. Il l'a Ça- dit lui-même. ouais, C'est magique. Ouais, ça m'est- non, mais- Donc il y a En du fait- recul en sur fait- ce qu'il fait quand même, l'ami En fait, Maxou. qu'est-ce que c'est cette trilogie? Ce sont surtout des vacances tout frais payées à Saint-Trope pour notre ami Maxou, je pense. Bon, alors donc, je me rattache un petit peu au sujet. Quand même, on se plaint de l'évolution des comédies françaises lorsqu'on parle des Tuches et de À la 2 et de leur succès en salle. Mais il faut savoir que les films suscités, si je puis m'exprimer ainsi pour les films de Maxou, ont été des succès magnifique. en salle pour ce dernier. Et donc, voilà, c'est pas non plus une nouveauté d'avoir des navets numéro 1 ou 2 ou 3 enfin je pense pas qu'il y ait du numéro 1 du box-office, mais en tout cas dans les 10 premiers normalement on n'est pas sorti de l'auberge. Pour terminer mes amis sur un feu d'artifice, quelques titres de films de Max Pécasse. Nous avons Sexuellement Vôtre, qui est sorti un petit peu après Amicalement Vôtre en 74. Nous avons Rêve Porno. C'est le titre? Ouais. Non, le titre c'est vraiment Rêve Porno. Rêve Porno de 75. Avec une variante Rêve pour nous. Heureusement qu'il est dimanche 11h, qu'il n'y a pas trop d'enfants qui écoutent. Parce Mais que c'est pas le pire. Hein. Nous avons Marche pas sur mes lacets, qui est une grande comédie aussi. Embraye Bidas, ça fume. On est venu là pour s'éclater, et je terminerai par Me vieux être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Comme les films de Max Pécasse. Je pense que ça me donne envie de faire du cinéma. Sublime conclusion, Myriam, mon donc cher. je te conseille les films de Max Pécasse. Sublime conclusion, mon cher Christian. Mais je t'en prie, mon cher Donc, Joao. effectivement, les films ont évolué, les comédies françaises ont évolué, depuis Max Linder que j'ai cité, jusqu'à Max Pécasse dont tu viens de brosser un portrait fort édifiant. Mais on voit, finalement, c'est un peu la conclusion de ce que tu dis, on voit que ça fait des cycles, c'est-à-dire que déjà il y a plusieurs genres en même temps, bon, ça c'est une évidence, mais les cycles qui est quelque chose d'assez universel, même en dehors des films, on voit que les choses reviennent, et c'est vrai que Les Visiteurs, on revient un peu à la farce, à la de finesse, et là avec tous nos amis comiques, enfin des gens qui font du stand-up d'abord, sous ces gens-là, les Kev Adams, qu'est-ce que tu as cité avant déjà? Les Tuches, voilà, tous les Robin des Bois, c'est ça que je cherchais, par exemple. C'est assez intéressant de voir que on revient à ce genre de Max Pécasse et que ça fait de nouveau un gros succès, puisqu'il y a des moments où ça faisait moins de succès. Bien sûr. On avait parlé ça dans notre émission, que le cinéma français faisait moins de succès dans les années 50, où il y avait beaucoup de rediff, etc. Mais dans les années 70, enfin, dans la période de Max Pécasse, il y avait aussi, là, c'était aussi le grand succès de ce genre de film un peu foutraque. Il y avait les idis, les pires idis. C'est les années 70, c'est-à-dire que ce soit les Charlots, enfin, et toutes ces films-là. Et en même temps, tu avais la vraie comédie de mœurs, qui n'était pas à mourir de rire, mais qui était plutôt le sourire ironique sur la vie. Par exemple, Les Valseuses, bien sûr, qui est de 72. Voilà. Cette ironie, on l'a encore maintenant aujourd'hui un peu avec les films comiques, un peu comme les Bakri et Jaoui, tu vois, ces côtés un peu, ces films un peu choral, ces films un peu, tout à fait, un peu grinçants, mais qui sont beaucoup plus fins. Mais alors, je vais vous poser une question, mes chers chroniqueurs. Moi, je trouve quand même que le côté plutôt cynique, plutôt fin, comme l'extrait des Rois du Gag, parce que ça s'appelle Les Rois du Gag, mais c'est un film beaucoup plus fin que son titre, à l'inverse des films de Max Pécasse, mais qui est pas si drôle, qui est beaucoup plus grinçant que drôle. C'est un idiot comme aussi, Buffet froid, comme etc. Tout ce qui est Bertrand Blier, de nos jours, je trouve que la proportion est quand même moindre. On a plus droit à du Max Pécasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il passe inaperçu? Moi, je pense qu'il passe. Je ne sais pas. Est-ce que c'est comédie sociale grinçante qui est notre spécialité française finalement? Les Italiens aussi sont assez bons là-dedans, mais on se cantonne à la France aujourd'hui. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un fléchissement, en tout cas des entrées par rapport... Des entrées. Des entrées. D'accord. Il y a toujours une volonté artistique à ton avis ou pas? Moi, je pense qu'il est plus dur à passer aujourd'hui parce que maintenant la télé a vraiment la main mise sur les comédies. Peut-être YouTube aussi. Et peut-être il y a beaucoup de bons youtubeurs très grinçants. Il y a aussi des comiques, enfin tout est assez dans l'immédiat aujourd'hui, et je sais pas si le public aujourd'hui est prêt à voir un film un peu plus, tu sais, original finalement, et un peu plus second degré que... Avec plus d'humour noir. Avec plus d'humour noir, avec un développement plus important. Je pense que là on est sur la recherche du gag absolu, voilà c'est ça, immédiat, comme maintenant, je vois que les jeunes aujourd'hui, puisque à la maison j'ai quand même 2 jeunes personnes qui sont mes enfants, qui ont 19 et 16 ans. Et ils sont beaucoup plus sur le comique de l'immédiateté, si tu veux, tu vois. Et je pense qu'une comédie un peu où les personnages s'installent doucement, comme justement je parlais des comédies de Bakri et Jaoui, je ne sais pas s'ils sont vraiment amateurs de ce type de comique. Ils préfèrent, à la limite, tu vois, le gag. Ils vont pas les voir à la 2 quand même. Hein.
On peut peut-être aussi Il y a un ouais. minimum. Non, mais en fait, si mon fils est allé voir à la 2 parce qu'il s'est fait embarquer par ses potes et je suis comme renseigné. C'est intéressant de voir. Est-ce que c'est un problème La de génération? réaction des- Est-ce que des moi gens, je suis trop vieux pour ces conneries, comme dirait Danny Glover dans L'Arme Fatale? Eh ben non, parce qu'il a trouvé ça à chier. Donc il a vraiment, Non, pour c'est dire pas vraiment, il a dit, C'est pas un bon film. il m'a dit c'est vraiment. Myriam, tu l'as vu? Oui. Et C'était pas un bon film. Non, c'est pas du tout un Vraiment. bon film. Non. c'est-à-dire, tu veux dire le montage, le cadrage, il y a des Alors, données objectives pour dire que c'est l'aspect pas un bon technique, film. non. Alors, il y a sur l'aspect Ou technique. c'est moi, vraiment le je- fond qui est. Je n'y connais pas, discutable. mais certains décors étaient mauvais, notamment ceux Ouais. dans une chambre. C'était ultra fake, mais sinon. D'accord. Bon, donc c'est ouais. Voilà, donc. Donc c'est ça qu'on appelle technique et mauvais, hein. T'as Ouais, pas besoin d'être ouais. Voilà, mais spécialiste. sinon, bon, Kev Adams, je ne suis pas fan. Oui. J'y suis allée pour Jamel Debbouze et pour 2-3 seconds rôles et figurants que je connais un petit peu du stand-up, et ce n'était pas suffisant Non, pour en non. faire un bon film. Vraiment pas. Entendu. Alors Voilà. moi j'avais une question. Est-ce qu'on peut peut-être pas dresser un parallèle que nous avons dressé ensemble sur un autre genre, tu vas voir Christian, Oui. à savoir que ça se dit beaucoup, les gens qui analysent le cinéma de nos jours. Alors là, je vais partir dans le global pour revenir sur notre sujet. Eh bien, la situation en France ou mondiale, la sinistrose, on va dire, étant ce qu'elle est, tous les héros d'action, par exemple, pour donner un exemple qui a rien à voir, mais qui reste du cinéma, par exemple, les Jason Bourne, après Ouais. James Bond, etc., etc. Même les Star Wars, hein, même les Star Wars finalement, sont devenus beaucoup plus sombres. Donc on a cette vague de films beaucoup plus sombres, et à l'inverse, j'ai l'impression que tout ce qui est comédie est parti dans l'extrême inverse des films dits sérieux, des drames ou des films d'action, et a arrêté de faire du film qui est à la fois dramatique et drôle, et fait plus que du 100% drôle. Et du coup, si on veut faire du un peu social, cynique, avec, on va dire, un petit message social, surtout qu'en France, on aime bien le message social, maintenant en France, on a soit un film social mais pas forcément drôle, ou alors Ouais, une c'est ça. comédie avec Christian Clavier qui, pour ma part, je trouve, avait plus de qualité dans les années Mais 90. Est-ce qu'une Est-ce que tu comédie, crois que ce parallèle est vrai? est-ce que tu penses qu'une comédie avec un fond social justement a vraiment extrêmement bien marché? Ah bah bien sûr, Parce que Le Père Noël est une ordure, extrêmement social. ouais, mais il a Extrêmement ouais, mais il a pas eu un gros succès au box-office. Il s'est fait réhabiliter ensuite, mais le Père Noël Il a est eu une un ordure. petit succès, Ouais. et la pièce a eu un énorme succès. La pièce a eu un énorme succès. C'est Non, pas ce que je la veux même dire, c'est chose. que les thèmes marchaient à l'époque. Regarde tout ce que tu as cité au début. Ouais. La grande vadrouille. Bon, la grande vadrouille, c'était bon. Un petit peu social quand même, la grande Louis de vadrouille, Funès, au c'est aussi final. une époque où on pouvait monter un film sur une personne, C'est ça. et que tout le monde allait voir, que ce Et soit après, on faisait du Belmondo social dans comme on l'action, voulait. Voilà, c'est et ça. après voilà. Mais Exactement. les visiteurs, là, on a regardé l'émission sur le box-office que nous avions fait il y a 2 semaines, me semble-t-il, Ouais. avec, on parlait du grand succès de l'année, Les Tuches, tu vois. Enfin, c'est que des grosses comédies comme ça, un peu très fédératrices, et qui peut toucher tous les niveaux, voilà. Ils font du social. Disons, par socio-éducatif. exemple, les Tuches, c'est un bon exemple. Pour moi, quelque part, ils font du social cliché. Mm. Donc, du coup, ça creuse pas très loin. C'est pas Non. leur but, hein, je leur jette pas la pierre. Mais du C'est- coup, on se mais- dit, moi, j'aimerais bien une comédie qui me fasse réfléchir. C'est du en social, sortant. c'est Voilà. du social potache en fait, c'est du faux C'est ça. social. Ça parle de C'est la, ça. ça brosse souvent les gens dans le sens du poil. Et je sais qu'après on va en parler. Je pense notamment à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois. Ouais, il y a un côté ouais. un peu putassier dans ce genre de Carrément. film. Et donc je pense que c'est pour ça que ça fait beaucoup d'entrées. Mais voilà, de tout temps, il y a eu des grosses comédies tarte à la crème qui ont marché, Ouais. quoi. Ça, Alors, Myriam, pour remettre un peu de légèreté dans ce débat, il fallait que je mette un peu de sérieux, comme d'habitude. Tu as un petit sujet mystère à nous proposer. Alors, c'est pas Peut-être vraiment un surprise. sujet mystère, c'est plutôt qu'aujourd'hui, comme vous êtes lancé dans un débat, je propose qu'on le continue ensemble, tout à fait. autour de pas mal de questions, alors et de constats généraux que j'ai fait par rapport au thème du jour, D'accord. qui était l'évolution Les comédies. des comédies. Et du coup, j'étais déjà partie sur le premier constat que chaque rire était relatif. C'est-à-dire que c'est compliqué de parler de rire en sachant que c'est un sentiment personnel, une émotion. Voilà, C'est on va vrai. trouver quelque chose de drôle ou pas. Mhm. On peut pas dire que le film est drôle alors que les goûts ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc déjà, Ouais. ça c'est la première des choses. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, comme on dit. Voilà, Mhm. il paraît. Un des premiers constats flagrants que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué que la plupart du temps, donc ce sont des généralités, c'est pas toujours vrai, hein, évidemment. C'est qu'on joue, alors pour les comédies françaises que j'ai pu voir, je donne toujours l'exemple de ce que j'ai vu, avec la même troupe et le même groupe d'acteurs au fil des générations. Et alors quand je dis groupe d'acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait au minimum minimum deux films en commun. D'accord. D'accord, donc je pense à De Funès et à Bourvil, à Depardieu, à Pierre Richard, au groupe Thierry Lhermitte, Blanc, Balasco, Clavier. Le Splendide. À nouveau, donc pour ces téléviseurs, Clavier, Chazelle et Jean Reno.
Un peu plus récent, Lachaud, Boutali, et encore plus récent, Gastambide, Bentala et Ouazani. Je sais. Merci Myriam de l'avoir coupé avant qu'il dise quoi que ce soit. Je n'ai pas cité les acteurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais ça fait partie, puisque là il y a le deuxième qui est sorti avec le même casting. Exactement. Et le même réalisateur, Philippe de Chauvron. Donc c'est important. C'est important de signaler qu'effectivement il y a cette idée déjà, un premier constat de on prend les mêmes, on recommence. De troupe. Mais c'est pas forcément les mêmes films. Je reviendrai. C'est pas forcément des suites. Voilà. Non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas forcément des suites. Surtout, je donne l'exemple de Lachaud et de Gastambide. Voilà, exactement. Voilà. Ou alors Les Bronzés. Et ensuite qu'on a vu dans où Le Père Noël est une ordure et Les Bronzés. Voilà. C'était pas du tout les mêmes films. Un autre constat, donc que je remarque toujours dans le cinéma français, les comédies françaises, c'est que on offre aux mêmes acteurs des rôles de comédie. Donc je vais donner l'exemple de Campan, Bourdon, Légitimus sur des comédies. Je les ai rarement vus criminels ou chasseurs de primes, des rôles etc. dramatiques. Voilà, vrai, exactement. vrai, ouais. Dubosc. Oui. Danny Boone, qu'on a cité dans ses comédies aussi, même s'il a fait des rôles un peu plus sérieux dans lesquels il est pas trop mal. Jean Dujardin, j'ai pas cité tout le monde, mais voilà. Donc juste pour donner un espèce de panel global. Jean Dujardin, il fait plus de films sérieux. Oui. Ouais, maintenant. Contre-enquête. Maintenant. Ouais, mais il a quand même commencé avec depuis la deuxième partie des années 2008 ou 2010. Après Brise de Nice, quand même. Faut oui, pas oublier. Non, bien sûr. Oui. Non, et il y a après, une fille, bien sûr. Voilà, bien justement, entendu. c'est pour ça c'est vrai que Moebius, la bon. contre-enquête, il est très 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 bon dedans. Et c'est vrai, et il se bonifie justement, moi, je et avec préfère l'âge presque- et dans ces rôles-là. Là-dedans, Je suis en fait. mais on est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est encore un constat. Et du coup, je remarque que du coup, les acteurs, certains d'entre eux s'enferment dans ces rôles-là. Ce n'est pas le cas de Jean Dujardin, comme on vient de le citer, et que la plupart du temps, ils ne sont même pas de rôle. Et je pense notamment à Danny Boone, que j'aime beaucoup. Je pense qu'humainement, il est cool, mais il me fait pas forcément rire. Encore une fois, comme tu l'as dit toi-même, c'est un sentiment personnel, exactement. exactement. Tout à fait. Alors, pour le deuxième constat général que je fais par rapport au thème du jour, c'est que l'humour employé a évolué. Donc là, on parle d'évolution. Donc, comme on l'a dit ce matin, pas forcément d'amélioration, mais juste de différence qu'il peut y avoir au fil du temps. Donc, en citant De Funès, il y a beaucoup de non-verbal, d'exagération dans sa voix, des intonations qu'on a entendu tout à l'heure aussi dans l'intro. Beaucoup de mimes. On est dans du caricatural pour Pierre Richard, voilà, avec un rôle qui joue à merveille à chaque fois le rôle de l'idiot. Enfin, je l'ai cité tout à l'heure. Distrait, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est dur à jouer et il est très bon là-dedans. Un humour un peu différent avec le dîner de cons, voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi. Avec c'est plus théâtral. Voilà. Exactement. Les On y compères. reviendra. Exactement. Voilà. Les compères, d'ailleurs, c'est pour bientôt. Un humour un peu plus. Quand je dis universel, c'est dire que ça touche un peu. Enfin, tout le monde s'y retrouve avec Les Visiteurs, voilà, qui a été quand même un film qui a été un carton et qui en plus inter et transgénérationnel. On aura un petit extrait après d'ailleurs. Ouh, la petite surprise que j'ai révélée. Et on revient sur ce que tu viens de dire exactement en termes de clichés, mais pas forcément que social. Les films d'humour orientés clichés avec les ch'tis, les tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et je vais rajouter un point avec les films de comédie qui sont devenus vulgaires, voire scato. Et désolé de citer Pattaya et Taxi 5 notamment. Ne sois pas désolé, ils assument sûrement leur genre, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est bon. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est pareil, encore une fois, c'est soit des acteurs, soit des réalisateurs que j'aime beaucoup, mais franchement, la qualité de leur travail parfois me déçoit et c'est un peu dommage. Donc, j'ouvre des questions que j'ai préparées. J'ai pas mal de... On est tout de suite. Voilà. Quelques questions. La première question, les hommes sont-ils plus drôles que les femmes? Parce que j'ai remarqué que j'ai cité... Très, très bonne question. Zéro femme. Enfin, si, Balasco et Chazelle et Chazal, et puis Le Mercier que j'ai pas cité, mais est-ce que les femmes sont moins drôles ou est-ce que... Bon, voilà. Déjà, c'est la première question. C'est une vaste question, punaise. Oui, parce on que n'aura pas le temps de la traiter ce matin en profondeur. Est-ce que vous avez vous-même un avis là-dessus sur la plus... C'est très en difficile. balayant les films Alors, moi, je vais faire simple et polémique. Tout de suite, dès le dimanche matin, oui. Il y a plus d'hommes drôles que les femmes, mais il y a des raisons. À mon avis, sociales. Il y a des vraies études là-dessus. Il y a des raisons psychosociales, on va dire, pour faire vite. Mais si on commence un débat, là, ça va déclencher des petites polémiques. Mais justement. Donc, on n'a pas le temps. Oui, tu dirais oui alors. Moi, je dirais oui aussi. Aussi, mais comme Joao, je n'ai pas dit que les femmes n'avaient pas d'humour. Non, c'est pas ça. Et qu'elles comprenaient pas et qu'elles étaient plus ou moins intelligentes que l'homme. Ça n'a rien à voir. On les pousse moins à être drôles. Mais ils poussent plus à être belles, si je résume la situation. Ouais, et c'est dommage. Je résume très résumé. D'accord. Alors qu'il y a d'excellentes, il y a des femmes qui sont excellentes, qui sont très drôles, qui sont très, voilà, tu prends Jaoui qui est très bien. Audrey Lamy qui est bien aussi.
tu prends même ceux qui font du stand-up, pourtant je suis pas un fan de stand-up, mais il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très bonnes. Mais globalement, oui, et on le voit aussi socialement, même dans une soirée, machin, c'est très rare de voir une femme qui ose, je sais pas, là, qui ose, on va dire, c'est dommage. Non, mais c'est-à-dire, pour faire simple, quand on a un homme qui n'a pas d'humour en soirée, pour ton exemple, c'est la loose. Voilà. Autre question. Alors, d'autres questions. Alors, c'était par rapport aussi au rire. Il y a différents rires. Donc, quand on parle de comédie, on en a parlé ensemble hier. Il y a des comédies qui me font pleurer de rire. Et il y a des comédies qui me font juste rire, mais dans une espèce de réflexion. Est-ce que vous pouvez... C'est ce dont je parlais avant. C'est ça. Buffet froid, on se roule pas par terre de rire, normalement. Non. Mais tu parlais du Roi du Gag avant, c'est pareil. C'est un peu grinçant. C'était d'ailleurs rare pour Zidi, mais il y a vraiment... C'est ça. C'est ça. Et toi, tu placerais Intouchable où? Parce que c'est un ovni finalement. Justement, oui. On pleure pas de rire dans Intouchable. C'est pas un ovni. Il est du côté Roi du Gag. Il est du côté grinçant. C'est une histoire vraie avec un handicapé. Plus touchant. Moi, je me suis pas roulé. Moi, je me suis pissé non dessus plus. aussi. Ah ouais. Il y a 2-3 moments où je suis vraiment quand il fait quand tu le rases là et qu'il fait tétra nazi ou ah je oui, sais pas exact. quoi. Il y a 2-3 scènes qui étaient pas mal. C'est vrai. Ah d'accord, très bien. Autre question. question. Alors, je voulais savoir si les comédies françaises étaient à court d'idées. Je pensais notamment au Jeu, qui était une reprise d'un film italien qui était sorti en 2016, et justement au Dîner de cons qui était issu du théâtre. Est-ce que du coup, on est moins drôle ou drôle différemment au fil du temps parce qu'on est à court d'idées? Est-ce que c'est difficile d'être drôle? Moi, je pense que c'est difficile d'être drôle. Alors ça, c'est difficile d'être drôle, ça c'est clair. Mais je pense pas que ce soit court d'idées. Je pense qu'on est plus fainéant. On ne cherche pas les idées, on ne cherche pas. Et puis des fois, il y a des pépites. Je reviens à Touchable, on a l'impression que mais c'est vrai. Mais je pense que justement, il y a un moment. Moi, je trouve que c'est dur d'être drôle aussi. C'est très dur. Alors, ce que je peux vous dire, des témoignages à la fois des grandes stars, des scénaristes, de tout ce que j'ai pu étudier, et d'amis qui travaillent dans le cinéma ou dans l'humour. Je veux dire, qui c'est évidemment Alex Lutz, pardon, et ses amis donc Tom et Dingler et Bruno. Pour en avoir parlé avec eux, surtout avec Tom, clairement, ce qui s'en retire aussi des gens, des professionnels, c'est que finalement, c'est plus dur d'être drôle que de faire pleurer. Ça a l'air étonnant, mais c'est vrai que. Et puis, si vous voulez déclencher un rire et que c'est un bide, là, c'est dur à prendre. Oui. Alors que bon. Sur 1h30 de film, vous pouvez toujours remettre une couche pathos à l'américaine pour faire pleurer dans la chaumière. Ça marche pas toujours, mais c'est pas la fin du monde. Une dernière question, Myriam. Alors, une dernière question. Du coup, je vais pas parler des États-Unis puisque c'est pas le thème. Alors, du coup, sommes-nous nostalgiques des films qui ont marché? Parce qu'on connaît pas mal de répliques des Visiteurs. On est capable d'avoir des répliques d'Astérix et Cléopâtre. Est-ce qu'on est nostalgique de Louis de Funès, on connaît ses répliques par cœur? Moi, je pense qu'on est nostalgique et je pense même que des fois les films, lorsqu'on les voit, on les a trouvés bien, mais sans plus, mais qu'à force de les regarder, c'est peut-être en 2-3 fois, et à force d'en parler et de tirer des répliques, on les trouve plus drôles avec le temps. Alors, c'est super que ce soit la dernière question de la première partie, puisque c'est une question qui est sous-tendue de notre thème du jour, l'évolution des comédies. Je vous remercie, Myriam, de l'avoir posé. De rien. Eh bien, à mon avis, alors pour avoir revu pas mal d'extraits de films comiques, donc de Max Linder à j'allais dire Georges Belair, ça c'est de la faute de Christian, à Christian Clavier, voulais-je dire. Je sais pas si c'est la nostalgie qui joue en moi, mais je ris plus quand j'ai revu du Pierre Richard, de Louis de Funès, et je ris plus d'un ancien Clavier des années 90, Les Visiteurs. Finalement, je me suis surpris en voyant les extraits. On va en passer un après la pause. Des Visiteurs, en fait, je me dis, bon, il y a déjà un peu de choses qui me dérangent un peu, limite discriminantes avec le Sarrazin, etc. Bon, ça se discute, mais c'est pas au niveau des comédies de maintenant. On est d'accord, ouais. Mais Clavier à l'époque, vraiment, quand il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, ou on lui dit c'est dingue, et on sourit quand même. Je peux pas dire c'est horriblement nul, mais c'est pas forcément parce que c'est ancré. Je pense que c'était quand même, il y avait plus de rythme structurellement. De nos jours, les grosses comédies, si je compare les gros succès, moi j'ai beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a mais je disais avant, c'est cyclique. Il y a un peu moins de qualité de rythme, même ça pourrait se démontrer, mais ça serait encore trop long par rapport au montage des films, à la manière de filmer, etc. Mais on va y revenir juste après la pause, puisqu'on va parler de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On a un petit morceau pour faire une petite pause. Bien sûr, du film Les Compères, puisque nous sommes ici. Là, les Compères. Donc Vladimir Cosma, Les Compères, c'est parti, c'est tout de suite, c'est pour vous.
tes bons champonneaux, messire. Pourquoi ce con l'appelle Messie? Je n'en sais rien, Jean-Pierre. Je n'en sais rien. Hubert. Quelle excitation de pouvoir toucher et baiser sa petite fillotte. Il est excité par quoi? Il veut baiser qui? Pardon? Allô? Jean-Pierre, tu tombes hyper bien. Il faut mettre tout ce soir à la poubelle. Aïe. Non mais qu'est-ce que vous fabriquiez tous les deux? Tu le connais très 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 bien en fait. Pas du tout. Mille excuses. Allô? 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 Non mais il va le recevoir, croyez-moi. Non, parce qu'il ne peut pas rester dans cet état. Allô? Mais qu'est-ce qu'il fout? Merde! Merde! Allô? Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et évidemment, c'était les visiteurs, donc c'est vrai que c'est culte. Ouais. On peut le dire. Incontournable. On aime, on n'aime pas, ouais. mais c'est culte. Moi, quand j'ai revu certains extraits dont celui-là, j'ai beaucoup ri seul chez moi devant mon petit ordinateur. Christian Clavier donc avait fait ce film culte, un classique des comédies françaises. Hein. Encore une fois, on peut le trouver nul, hein, mais je pense que c'est les suites qui l'ont ensuite dévalorisé. oui, qui l'ont valorisé. Mais le premier visiteur, c'est quand même bien. Enfin, moi, je ris personnellement, subjectivement, comme disait Myriam. Alors justement, Myriam, notre ami Christian, alors pas notre Christian à nous, le meilleur d'entre nous, mais Christian Clavier vient de sortir un film. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Et tu es allé le voir. Alors, je suis allée le voir cette semaine avec une amie. On y allait à reculons. Alors, j'explique pourquoi. Je tâche quand même d'écouter les remarques que vous m'avez faites tous les deux concernant le premier volet. En off. Voilà. Et non, pas que. Non, pas que. Pas que. L'antenne aussi. On a eu un débat. Oui. Ah oui, en plus, oui, bien sûr. Mais Et du coup, en plus, on en a parlé en off. Voilà. Et j'ai tâché de regarder le film avec un autre œil. Et tellement que cet œil était opérationnel que je me suis endormie au bout de 20 minutes. J'ai dormi à peu près 20 minutes de film et après je me suis réveillée à nouveau. J'ai décroché parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de mauvaises informations, il y a trop de personnages. Et effectivement, vous aviez raison. Et surtout pour le deuxième volet, c'est extrêmement cliché. Et cliché lourd dingue. Vraiment. Et pas drôle. La salle a ri. Par contre, la salle a ri. Il y avait pas mal de différentes générations. Mon ami a rigolé un petit peu. Moi, j'ai absolument pas ri. Pas une seule fois. Ah ouais, d'accord. De tout le... Franchement, non. Bon, après, j'ai perdu 25 minutes de sieste. Dommage. Encore une fois, je dors au moment où je décroche, c'est-à-dire que je suis quand même dans le film pendant 20-30 minutes avant de sombrer. piquer du nez parce que y a rien qui me tient, quoi. Rien qui me tient au film. Ah ouais. Christian Clavier est bon, vraiment, c'est pas le problème, mais les textes, là, je me suis un peu plus focalisée sur les textes. Les textes sont clichés, ils sont mauvais, et je pense que même dans des familles qui admettons qu'elles soient racistes, il n'y a pas ce genre de conversation. Soit elles sont plus virulentes, soit elles, elles ne sont pas de ce calibre du tout. Mais exactement. Devant 6 personnes. Elles ne sont pas de ce calibre-là. Elles n'en parlent pas au dîner familial, de peur de se faire taper. J'ai la chance d'être issue d'une famille mixte. J'ai un cousin ukrainien, une tante russe, un beau-frère angolais. Ah oui. On parle c'est pas. Mixte. Bah oui, exactement. C'est même international. Exactement, c'est plus qu'international. Et on n'a pas ces discours en disant mais ta tante elle est russe. C'est pas lourd comme ça. On parle ouvertement des différences de culture. On a différentes cultures et différentes religions dans ma famille. Et on n'est pas en train et différentes langues aussi. Du coup, en fait, ce qui est en train de se chambrer tout le temps. Mais c'est lourd, il y a que ça. Ce que tu es en train de dire finalement, Myriam, c'est que ce qui est très important au cinéma, c'est que rapidement, puisqu'en général on n'a que 2 heures de film, il y a un processus d'identification au personnage pour être avec lui, pour rire avec lui ou de lui, et que là, pas du tout. Il y a aucun. On sait bien que c'est pas la réalité, c'est un film, bien sûr. Mais il n'y a pas ce pont qui fait que du coup on plonge dans le film et franchement, du coup, t'y arrives pas. Franchement non. Franchement non. Pour avoir connu des racistes et pour avoir connu en faisant partie moi-même, voilà, et être issu de famille mixte, ça se passe pas comme ça. Les racistes sont beaucoup plus virulents et les familles mixtes ne sont pas dans ces clichés-là. Même s'il y a toujours des préjugés, faut pas dire que les préjugés n'existent pas. Bien sûr. Ils existent, ils sont plus ou moins importants selon les familles, etc. Mais de ce calibre-là, et parler que de ça, à table, dans la voiture, dans toutes les scènes du film, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Ils parlent même pas de est-ce que tu as passé une bonne journée. Il y a aucune discussion sociale. Il n'y a pas de surprise. Moi, je me souviens toujours dans Rabbi Jacob, cette fameuse scène
où il dit à son chauffeur Salomon, mais vous êtes juif, mais pourquoi vous me l'avez pas dit où Louis de Funès dit ça. Puis ensuite on le voit habillé en rabbin, donc il y a une espèce de main tendue entre les gens, et c'est vrai que de nos jours je ne vois plus ça. Par exemple, on parle pas de ça tout le film, enfin le début du film, et puis d'un coup il s'appelle Salomon, donc exprès le prénom un peu lourd, c'est vrai, mais du coup il y a l'étonnement de Louis de Funès qui comprend rien, et on voit à travers le personnage de Louis de Funès, c'est ce qu'il a fait toute sa vie d'ailleurs, on voit le mec un peu méchant, un peu mauvais, qui est obligé de faire du bien autour de lui. C'est toujours le même rôle finalement. Et c'est pas pour dédouaner les méchants, c'est pour te dire on peut un petit peu s'améliorer dans la vie. Ça, je le trouve plus dans les films français. C'est un peu triste parce que c'est un peu caricatural, tout le monde à la même place. Les personnages n'évoluent pas, j'ai bien l'impression. Christian Clavier, je vais pas vous raconter un dernier mot, mes chers chroniqueurs, là-dessus. Non. Après, on passe aux avant-premières. Non, je crois qu'on va passer à autre chose. Alors, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, c'est bon. Ça s'arrêtera. C'est très bien. N'allez pas le voir. Alors, on va commencer par les petites avant-premières et les soirées spéciales. Les soirées spéciales, donc, de l'Odyssée. Il y aura Barbara, un film de Christian. Alors, c'est pas le film de Mathieu Amalric. C'est Barbara de Christian Petzold. Donc, Barbara est chirurgien pédiatre dans l'hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province. Que va-t-il se passer? Donc ça sera ce mardi à 20h15. Il y aura une projection de débat sur la disparition de la RDA avec Nicolas Offenstadt qui est un historien. Donc mardi 5 février à 20h15 à l'Odyssée. Moi, je pense que ça peut tout à fait être intéressant. Il y a aussi Le Nouveau Monde de Terrence Malick avec Colin Farrell, Christian Bale de 2005. Donc ça, c'est l'histoire de Pocahontas, hein, pour résumer. Donc, mais pas pour les enfants. Mais pas pour les enfants. Voilà, c'est pas le dessin animé, clairement. Ce sera à 18h30 aussi le mardi. Donc c'est juste avant. Vous pouvez faire les deux si vous voulez. Il y aura aussi un débat. Alors, débat deux gars, il y a un film sur deux gars, donc une passion pour la perfection, donc ça c'est un peu plus documentaire, mais je le mentionne parce que on aime l'art plastique à fin de séance, n'est-ce pas Christian? Tout à fait. Voilà. Et il y aura Suzanne Brown, docteur en histoire de l'art, qui sera là pour en parler le jeudi 7 février à 20h15, donc après le film. Alors, au cinéma Star et Star Syntex, alors c'est très simple, il y a une chose cette semaine, qui se passe au Star Syntex, donc toute la semaine à partir de demain, lundi 4 février. Il y a le festival Enfance et Nature. Il y aura différents films, L'autre connexion, Le cerveau des enfants, Jardin d'enfance, même qu'on est imbattable. Alors là, je vous invite, par faute de temps, à aller sur les sites Les Cinéma Stars, donc sur Internet. Vous aurez tout le programme. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve un festival, donc pas forcément pour les enfants, mais autour de l'enfance et de la nature. Voilà, parce qu'ils font beaucoup de choses pour les enfants, ça c'est très bien, mais là, c'est pour tout le monde, du coup, un regard sur l'enfance. Je trouve personnellement ça que c'est une belle idée. On passe à l'UGC. Alors, il y aura un film qui s'appelle Chamboultou, qui sort le 3 avril normalement, hein, de Éric Lavenne. Et il y aura une avant-première le vendredi 8 février en fin de semaine à 20h à l'UGC Cinécité de Strasbourg. S'en suivi une rencontre avec Éric Lavenne, le réalisateur, et Alexandra Lamy, donc l'ex de Jean Dujardin dont on a parlé avant. Voilà, comme ça on boucle les boucles. Très bien. Alors, ensuite, on va commencer notre fameuse rubrique du J'y vais. J'y vais pas. Bravo, hein. Superbe. L'improvisation. Alors, cette rubrique, je la commence avec en même temps la dernière avant-première. Voilà, puisqu'il y a l'avant-première avec l'équipe du film, d'un film qui sortira donc le 6 février, mais dont il y a une avant-première demain à 20h. Ce film, c'est La dernière folie de Claire Darling. Voilà. Donc de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni. À Verderonne, petit village de l'Oise. C'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes, Tiffany à la pendule de collection. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. On doit dire si on y va pas ou pas. Oui, alors c'est à la fois une avant-première, à la fois c'est le premier film du J'y vais pas puisqu'il sort cette semaine. Bien sûr. C'est l'avant-première 2 jours avant. Honneur à Je n'y vais pas. Moi non plus. Ok, c'est super. Personne n'ira d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il fera pas 100 000 entrées. Ouais, c'est un peu dommage parce que je suis pas fan de Catherine Deneuve en vrai. Désolée de dire ça, mais c'est la grande dame du cinéma. Oui, mais c'est vrai qu'elle a. C'était la grande dame du cinéma. Ça l'est toujours vraiment.
Elle a encore fait des films très intéressants, mais qui sont devenus plus confidentiels. Notamment, il y en a un où elle a Alzheimer, je crois. Enfin bon. Alors, les autres sorties de la semaine. Alors, attention. Ça, c'est la grosse sortie pour les gros cinéphiles ou les gros gars qui vont à Cannes voir les Palmes d'Or, puisque c'est le favori de tous, le grec Yorgos Lanthimos, qui sort un nouveau film, qu'il avait fait de Lobster, par exemple, ou Alps, des films complètement barrés, mais toujours intéressants. Parfois un peu dur à voir, mais toujours intéressant. La Favorite, avec Emma Stone, Olivia Colman, dont on ne parle pas assez, qui est une excellente actrice anglaise, qui a fait notamment des séries, et l'excellente et femme de James Bond, Rachel Weisz. Donc, La Favorite, c'est dans le début du XVIIIe siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards, à la dégustation d'ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône. Alors, elle ne va pas l'occuper longtemps pour ceux qui connaissent l'histoire. Tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Donc il y a une nouvelle servante qui arrive, et Abigail Hill, et ça part un peu dans tous les sens, évidemment, dans l'aristocratie. C'est du Lanthimos pur jus. C'est ça. C'est pas mon style, mais j'irai. Ouais, moi j'ai vu la bande-annonce et c'est tentant. Eh ben moi depuis The Lobster, alors j'ai pas vu Mort du cerf sacré, mais et Alps, qui était difficile à voir mais intéressant dans son thème. Moi Lanthimos, c'est vraiment, alors on utilise beaucoup trop souvent ce mot de nos jours qui est galvaudé, unique. Alors lui, pour le coup, c'est unique. Pas seulement parce qu'il est grec. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu moins compliqué que les autres, au vu de la bande-annonce. Oui, parce qu'il travaille aussi un peu avec... il n'y a pas juste Colin Farrell comme dans ses derniers films, et Léa Seydoux, etc. Là, c'est vraiment... un peu plus abordable, ce que je voulais dire. Oui, parce que c'est un film historique, etc. Voilà, donc je pense que ça part moins dans tous les sens. Ça a l'air bien. Voilà. Alors, un film qu'on peut aller voir si on a des enfants, je pense, Dragon 3, Le Monde Caché. Est-ce que vous irez... Alors, donc c'est le film avec le dresseur de dragons. Il y a un monde caché, du coup, et super. Tout est dans le titre. Donc, alors... Comme d'habitude... Attendez, Myriam, Christian, parce que... Alors, mais tu nous mets l'eau à la bouche. Toi, tu as des grands enfants, Christian. Mais Myriam, je sais que tu vas au cinéma avec des enfants plus en bas âge. C'est ce que j'allais dire. Ma question, c'est pas de savoir si vous allez avec des enfants. Est-ce que vous iriez voir le film sans enfants? Non. Pour le film. Ah, voilà. Non, je ne pense pas. Mais par contre, je recommande ce film. J'ai vu les précédents. Oui. Ouais, moi j'ai vu le 2. Oui. Moi, j'adore cette série. Et donc, j'y vais en tant que personne de mon âge. D'accord. En tant qu'homme mature. Et ben moi, j'ai vu le 2. Moi, je trouve ça quand même sympathique, mais assez vide, donc je n'irai pas. Mais le premier était mieux. Enfin, ah, ok. Voilà. J'ai vu que le 2, mais à culpa. Alors, My Beautiful Boy, donc un film de Felix van Groningen. Voilà. Donc c'est celui qui a fait Alabama Monroe, par exemple. Alors cette fois-ci, lui aussi s'internationalise, comme celui qui avait fait The Drop avec Tom Hardy, un autre Belge. Et donc là, c'est avec Steve Carell, Timothée Chalamet et Maura Tierney. Donc c'est autour de la relation d'un père et son fils, et le fils qui part un peu dans tous les sens, qui devient accro à l'héroïne, et donc bon, toutes les difficultés autour de ça. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai vu la bande-annonce, j'aime l'acteur principal, j'irai. Moi, je trouve que j'ai l'impression que c'est un bon film. J'ai juste un petit truc à dire. On fait très vite avec le JV pas, mais là je pense que Steve Carell est déjà bon à la base, et là il est surbon. C'est-à-dire il est de mieux en mieux, et c'est un de mes acteurs favoris. Il gagne en mondial, Il gagne en talent vieillissant. Du monde entier de l'univers. Mais du coup, est-ce que tu irais voir le film? Oui. D'accord. Eh bien, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Christian. Comme d'habitude. Et même avec Myriam. Mais c'est juste que ce genre de thème, en ce moment, personnellement, ne m'intéresse pas trop. Mais après, j'ai un problème plus objectif. C'est qu'au vu de la bande-annonce, je sens gros comme une maison que le film a été très américanisé, et qu'à mon avis, notre ami Félix a dû avoir 2-3 pressions des studios, parce que vu la bande-annonce, vu comme c'est filmé, vu comme c'est un peu du bon jeu, mais comme du surjeu à l'américaine, à mon avis, ceux comme Alabama Monroe vont être déçus. Mais c'est du j'y vais pas, donc c'est que de l'intuition cinéphilique. Ensuite, il y aura Arctic, un film de Joe Peña avec Mads Mikkelsen, et Maria Thelma Smaradottir, désolé pour la prononciation, elle est islandaise, je pense, vu le nom. En Arctique, la température peut descendre jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l'immensité blanche et une carcasse d'avion dans lequel il s'y réfugiait, signe d'un accident déjà lointain. Avec le temps, l'homme a appris à combattre le froid, les tempêtes, à se méfier, etc., etc. Et avoir un événement inattendu, ou peut-être avec l'actrice, on ne sait pas, qui va se passer. Est-ce que ça vous intéresse, ces films de survival, comme on dit de nos jours, en pleine neige? Fan de conditions extrêmes, j'y vais à 100%. Moi, j'aime bien ces films aussi. Donc j'y vais, mon ami Joe. Très bien. J'irai cette semaine d'ailleurs.
Voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, Bah, moi, tu fais bien. moi, je trouve qu'il fait déjà assez froid à Strasbourg, donc j'irai pas. Alors, tout ce qu'il me reste de la Révolution, Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est. Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération. Je m'arrête là puisque j'avais déjà parlé de ce film qui est en avant-première au Star Syntex. Est-ce que ça vous intéresse? Un film donc ex-RDA, Berlin, Bonn, tout ça. Pourquoi pas? Non. Alors moi, Je suis pas pourquoi pas complètement comme fermée, Myriam? mais je sais pas. Mais en ce moment, c'est pas trop mon truc, très subjectivement. J'ai l'impression que ça va être bien fait. Voilà, je pense que c'est un film qui aura de la qualité. Et bien, on va terminer avec le dernier film de cette liste de J'y vais pas. Que j'ai déjà vu. Tout à fait. Tu vois de quoi je vais parler. Ah, allez. Elle est forte. Et d'ailleurs, Myriam ne sera probablement plus là pour les prochaines émissions et nous pleurons Elle s'en tous, va. comme notre ami Jonathan que nous saluons. Voilà, je perds tous mes meilleurs chroniqueurs, je suis très triste en ce moment. Sorry everybody, Voilà, mais sorry oui, les fans, mais oui, mais oui. désolé la France. Donc ce dernier On va film en du perdre, J'y on vais va en pas. perdre. Attention, roulement de tambour. Oh mon Dieu. Nicky Larson Nicky et le Larson, parfum de Nicky Cupidon. Larson. Alors? Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Je ne me rappelle pas de la suite. Ah, mais tu l'as vu? Son crime C'est bien ou pas? reste. Donc, Non, j'y vais pas, n'y allez pas. Non mais tu l'as vu en avant-première, Myriam. Je l'ai vu en avant-première et j'y vais pas. Et j'avais dit que j'avais pas aimé. Et c'est non. Alors toi moi- qui l'as pas vu. Oui, bah moi non. Voilà. Mais toutes les ben références voilà. dans le film sont bonnes. Je tiens à préciser que toutes les références, il a fait des efforts Oui, de il doit être référence. fan, il doit être Elles sont fan. bonnes. Mais ça s'arrête là. Il doit être fan. Bon, eh bien écoutez, c'était donc le dernier film de la liste. Merci à tous les deux. À bientôt Myriam, j'espère, Oui. ici ou ailleurs. Christian, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui. Tu il me reviens la semaine semble. prochaine? Ben, il me semble. C'est génial. Bah oui, c'est c'est génial. bon. Alors, Heureusement que je reviens. la semaine prochaine, ne loupez pas l'émission. Ne loupez aucune émission. Mais celle-là, nous aurons la chance d'avoir Bénédicte Loyer, qui est égyptologue à l'école du Louvre. Et donc, on va parler de l'Égypte au cinéma. Et on se quitte avec encore une musique de Vladimir Cosma. Mon La cher Christian. chèvre. Bah oui, on termine avec l'excellent Vladimir Cosma. À bientôt les amis. À bientôt Au la revoir. semaine prochaine.